En commençant cet exposé dont l'intitulé est de l'originaire à l'originaire, je vais vous donner quelques définitions et vous présenter le service de maternologie. La maternologie est la discipline médicale de la maternité psychique. Elle a élaboré le modèle théorique de la maternité psychique. Elle a pour objet la capacité maternelle et simultanément le développement de l'enfant. La maternité psychique est l'appellation scientifique globale de ce que le langage courant nomme amour maternel. Elle relève d'un processus qui s'est déroulé dans la petite enfance jusqu'à l'âge de 6 ans et dont nous ne gardons pas de mémoire consciente. Le service de maternologie a été ouvert en 1987 par le docteur Jean-Marie Delassue, pédopsychiatre, qui avait eu en soin un certain nombre de jeunes enfants entre 5 et 12 ans en grande difficulté relationnelle. Il s'était rendu compte que lors des premiers entretiens avec les enfants et leurs parents, et lorsqu'ils remontaient le fil du temps, les mères revenaient très souvent sur le moment de leur accouchement, dont elles avaient gardé le moindre détail. Ces mères disaient ne pas avoir été assez écoutées. On avait banalisé les symptômes perçus et exposés alors. On leur avait dit qu'un jour, il y aurait un déclic pour leur bébé, et il ne s'était jamais produit. Des difficultés maternelles et natales n'avaient pas été repérées. Le service de maternologie a été créé afin de comprendre ce qui avait entraîné ces malnaissances et de possibles maltraitances, et d'être au plus près des mères et des bébés en difficulté pour leur apporter un soin précoce. En effet, si on considère que la maternité est un processus, un soin est alors possible. J'ai rejoint l'équipe thérapeutique au début des années 90 dans le service pendant plus de 25 ans. Nous avons reçu en hospitalisation et à temps plein et en consultation des mères et leurs bébés quand le lien n'arrivait pas à s'établir. Il s'agissait, pourrait-on dire, de Madame Tout-le-Monde, qui au décours de l'accouchement vivait des douleurs psychiques inouïes, avec ou plutôt devant un bébé dont elle se sentait totalement étrangère. Le travail d'élaboration de la maternité psychique a été passionnant. Les hypothèses théoriques que nous avons faites ensemble, les intuitions perçues passées au crible de la clinique, nous ont permis d'élaborer des éléments de compréhension et de concevoir un soin efficient. Je vais développer avec vous la question de notre origine, vous nommer les étapes constitutives de la maternité psychique et nous aborderons en détail la première étape, l'originaire et sa constitution syncrétique. Notre travail clinique et les recherches théoriques faites dans le service nous ont permis d'élaborer un certain nombre d'hypothèses qui vont faire l'objet de l'exposé de ce matin. Notre origine humaine. Commençons tout de suite. D'où vient ce bébé? Que se passe-t-il pendant la vie utérine? Nous sommes partis à la recherche d'une structure nouvelle, originelle, qui l'aurait conformé avant de naître. Sont apparus 3 ordres
ordres de fait importants pour comprendre la structure de la vie fœtale et envisager notre origine humaine. Un milieu de vie caractérisé par l'homogénéité. Dans les conditions d'une grossesse physiologique normale, le fœtus a tout ce qu'il lui faut en permanence sans que jamais rien ne manque. Le tout de la vie lui est donné sans cesse, d'une façon continue, toujours. Il est baigné dans l'eau, matière douce à bonne température, et il est traversé par ce flux qui le porte. Il reçoit à la nanoseconde près les éléments pour nourrir et assurer sa croissance par le cordon ombilical. La constance et la plénitude et la permanence sont le propre de ce milieu intérieur, même si des variations peuvent se produire. Cela ne remet pas en question l'homogénéité vitale de base. Le deuxième ordre de fait, la précocité sensorielle fœtale, a été établi par de nombreux chercheurs. D'après les études neurologiques et électrophysiologiques très poussées, les compétences fœtales apparaissent précocement. Cette conclusion peut étonner et remet en question notre présumée prématuration natale. Le corps sensible du fœtus se forme progressivement. On peut dire qu'il est en formation et en information. L'activité sensorielle fœtale n'est pas liée à l'objet. Chaque sens est polyvalent et possède différentes compétences. On peut goûter avec sa peau, entendre avec ses yeux. Ainsi, les sens d'avant l'objet présentent des modalités interchangeables et transmodales du senti et du ressenti. Tous les sens contribuent à recueillir l'homogénéité du milieu. Les conditions prénatales sont interprétées, exploitées par l'activité de tous les sens actifs précocement. Dans le cadre d'une grossesse normale, et chez la plupart des mammifères, le fœtus animal ou humain jouit d'un milieu privilégié et sans égal, en tout cas assimilable à la totalité des conditions vitales. Les deux ordres de faits que nous venons de développer, le milieu de vie et la précocité sensorielle fœtale, sont aussi l'apanage des autres mammifères. Alors, qu'est-ce qui nous fait humains? Chez le fœtus humain, les données sensorielles et sensitives constituent à chaque instant des expériences qui vont modeler la matière neuronale. En disant cela, j'anticipe sur la troisième caractéristique fœtale. Nous allons voir que le fœtus humain présente un élément crucial qui va faire toute la différence avec les autres mammifères placentaires. La présence chez l'homme d'une dotation neuronale supplémentaire, réceptive et libre est le troisième fait et participe à la structure nouvelle de la vie fœtale. L'homme présente une particularité qui va prendre toute son importance. Sa masse de cerveau s'est accrue prodigieusement. Cette dotation neuronale cérébrale, notamment au niveau cortical, est infiniment plus développée que chez les animaux.
Nous sommes les seuls êtres dotés de nombreuses zones corticales non programmées, c'est-à-dire constituant une réserve neuronale vierge de toute fonction ou destination précise. Ce sont des zones associatives abondantes, propres au cerveau humain. Se pose bien sûr la question de savoir si cette capacité associative est une disposition à intégrer ou non des expériences ultérieures précoces. Puisque les neurones libres se constituent très tôt, on peut faire l'hypothèse, à partir de ce que nous constatons cliniquement chez le nouveau-né, celui-ci peut garder la mémoire de certaines communications prénatales externes, que pendant la vie fœtale, ces neurones que nous avons appelés territoires corticolibres seraient sensibles à la stimulation permanente interne issue de l'homogénéité vitale de base, continue et assurée. Le fœtus humain a les moyens neuronaux de capter cet état prénatal, de le mémoriser dans la mise en réseau des neurones libres qui participent à cette expérience. Les cellules nerveuses et les synapses, en effet, se développent et envoient leur prolongement qui croisent d'autres neurones qui se connectent entre eux. Il y a une structuration de ces territoires par les qualités fœtales. Je vais citer le docteur Jean-Marie Delassue. Il écrit: il faut donc faire raisonnablement l'hypothèse d'une épigénèse qui serait le fait le plus marquant et spécifique de la vie fœtale humaine. L'homme serait redéterminé par l'expérience prénatale. L'homogénéité et la constance de la vie en sa totalité viendraient s'inscrire dans notre cortex. Certes, si nous naissons constitués comme organismes génétiquement programmés, nous venons aussi au monde dotés d'une nouvelle origine provenant de la totalité vitale intégrée qui se surajoute et redétermine le programme. À partir de là, l'homme ne vient plus seulement de la condition animale, mais de la totalité vitale elle-même. Il a donc changé de nature. À la provenance d'un organisme s'additionne l'émergence d'un esprit comme origine. Non pas l'esprit au sens de la conscience et de l'intelligence, mais une structure psychique originelle qui est à la fois une capacité et le besoin de ressentir la totalité. Nous ne sommes pas seulement l'être d'un organisme biologique, mais l'être correspondant à celui de la vie elle-même. Prenant en compte cet être et son assise neuronale, l'agencement nouveau qui résulte de cet état de choses prénatal est une structure neurontologique, c'est-à-dire faite de neurones et de la nouvelle structure d'être qui en émerge. L'homme va se former à partir d'une origine dont il semble n'y avoir nul autre exemple.
il va garder en lui la permanence de l'origine liée à la constitution prénatale de la structure neurontologique. L'origine, structurée par un monde d'une totalité, telle qu'elle est irreprésentable par quelque forme que ce soit, a un statut d'inconscient fondamental. Nous allons voir que cette question de l'origine va jouer de façon importante au moment de la mise au monde. Notre être prénatal n'est pas prêt à l'entrée dans le monde. La structure particulière de la vie fœtale, qui est à l'origine de notre spéciation humaine, structure nouvelle, nous fait naître avant d'être nés. Mais elle fait du bébé un handicapé moteur. Mis au monde, son incapacité motrice l'empêche de s'adapter directement à son écosystème. L'état de détresse et de dépendance prolongée du petit homme par rapport à celle de l'animal sont phénoménales. L'objet seul protège contre les dangers de la vie extérieure et remplace la vie intra-utérine perdue. L'existence intra-utérine de l'homme crée le besoin d'être aimé qui n'abandonne plus l'être humain. En résumé, l'origine est la donnée incontournable, nécessaire à la compréhension de l'épreuve de la naissance, de ses suites et du fondement des faits de parentalité. Accouché dans ce monde, le bébé a besoin d'une aide spécifique. Il lui faut la présence d'un être extérieur à lui, capable de le comprendre et de l'accompagner. Quelqu'un avec une disposition qui fait la maternité. La maternité relève d'un processus psychique, je vous l'ai dit, qui se construit dans les toutes premières années de la vie, avec des stades de développement bien répertoriés. Nous avons établi les étapes constitutives de la maternité psychique. On leur a donné le nom de maternogénèse. Ces étapes sont au nombre de 4. L'originaire et sa constitution syncrétique. La rupture du syncrétisme, appelée aussi matricide. L'auto-attribution du maternel. La confirmation par le père. Elles ont reçu le nom de maternogénèse. Abordons maintenant la première étape de la maternogénèse, qui est l'objet de la suite de notre exposé. La constitution de l'originaire, encore appelée constitution du maternel et syncrétisme originaire. Elle se caractérise par une expérience suffisante des qualités maternelles en tant qu'elle procure un vécu primaire et ontologique axé par la présence de l'autre.
C'est ainsi que l'a défini le docteur Jean-Marie Delassieux. La naissance est un contresens par rapport à la vie prénatale. C'est la mère qui donne le sens. Il y a un sens de la naissance qui contribue à réduire le contresens de l'arrivée au monde. Quelle responsabilité pour la mère! Mais ce sont des processus inconscients qui la plupart du temps se font spontanément. Le mécanisme est complexe, mais il s'autogénère de façon inconsciente. La naissance est une atteinte radicale à la possibilité de continuer à être ce que l'on a été pendant la vie prénatale. Au moment de l'accouchement, le nouveau-né est un être divisé, victime d'une fracture ontologique. Il entre dans la question de la différence. Il y avait, il n'y a plus le monde unaire, toujours pareil, dont la continuité était assurée par le milieu utérin et qui se caractérisait par l'homogénéité vitale de base. Elle n'est plus. Le bébé accouché a perdu ses sources originaires. Il ne peut pas agir sa vie. Et pour lui, plus rien n'est pareil. C'est le concept de la différence natale. L'être humain naît au creux de cette différence, ce qui rend la version natale périlleuse. Cette scission rend l'entrée dans la vie difficile, à tel point que peut émerger pour ce nouveau-né humain une forte attraction vers un besoin de retour à l'homogénéité vitale, rendant pour lui alors la mort désirable. Entendons par là la mort comme annulation de la différence natale. Le combat, instinct de vie, mouvement, élan vers la naissance et instinct de mort, pulsion de mort, attraction vers l'annulation de la différence natale, forment ce que l'on peut appeler inconscient traumatique. Il est bien évident que cette faille, symbolique de ce traumatisme, va soit s'inscrire et perdurer, soit s'effacer peu à peu par l'intercession dans un premier temps de la présence maternelle. La présence maternelle est nécessaire. Elle est essentielle pour intercéder dans ce conflit qui se joue entre pulsion de vie et pulsion de mort. En intercédant, elle fait céder très rapidement les risques de mort, car elle rétablit pour le nouveau-né une homogénéité corporelle. Et ceci lui permet est permis par les investissements libidinaux essentiels pour la suite de sa vie. Reprenons ces éléments. Pour le bébé, la naissance, c'est l'inconnu.
rien qui soit conforme à quoi que ce soit pour lui, pour nous, qui sommes tous des naissants. La différence natale immédiate est incommensurable et nécessite, pour qu'elle ne soit pas synonyme de rupture qui se marquerait par un effondrement du bébé, elle nécessite les effets de la suture maternelle. Suture, car il s'agit de créer un lien indemne de toute différence. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut l'aide et la présence d'un être extérieur à soi, capable d'atteindre, comprendre et accompagner le vécu originaire prénatal. Quelqu'un avec une disposition qui fait réellement la maternité. Cette disposition de la mère qui dépend de sa possibilité de faire retour à son propre originaire et de le relier à l'originaire de l'enfant. Le bébé demande où est la suite de sa vie. C'est ce que traduit la première expression du nouveau-né. De la détresse natale surgit un élan du bébé vers une personne capable d'y remédier. Il lève les yeux vers ce monde inconnu avec une intensité indescriptible. Bernard, est-ce que tu est-ce que je montre ça? Oui, vas-y. Je vous montre la photo. Voilà. C'est bon? Je sais pas si ça brillera. Non, c'est bon, je vois la photo de ce qui est montré. Ces photos sont pas très bien prises, mais elles permettent quand même de rappeler un petit peu ce proto-regard. À ce premier lever des yeux du bébé, nous avons donné le nom de proto-regard. Le bébé attend la suite. Le proto-regard est une rencontre vitale. Il ne faut pas oublier que ce bébé vient avec son être prénatal de sa vie antérieure et qu'il s'attend à sa continuité naturelle. Dans cette rencontre, il y a souvent une émotion, au sens où quelque chose se met en mouvement. La mère se reconnaît et se reconnecte à sa propre naissance. C'est une réactualisation de ce qui l'a fondé. Si dans son enfance, elle a constitué suffisamment d'originaire, elle retrouve quelque chose du fond de soi incarné dans ce bébé. Cette rencontre relie le moi qu'elle est devenue et le soi, elle, en tant que toute petite, au sein d'une intériorité. Cela entraîne un élan à tout donner à ce bébé. Une patiente disait: « Je suis ma maman à moi. » C'est très important que le proto-regard soit facilité en salle de naissance
il a un effet de parentalisation sur les parents qui sont mis en capacité de leur voir et leur émotion peut être grande. Ce premier lever des yeux du bébé vient dire son attente d'un correspondant natal pour établir une familiarité, une continuité entre sa vie fœtale et sa vie postnatale. Pour vivre, le bébé n'a de cesse de trouver un autre être où se ressaisir et avec lequel échanger, s'échanger. Le bébé a perdu à l'accouchement l'appui qu'il avait dans la vie prénatale. Il a besoin d'une enceinte de corps, il est exilé et il faut le réanimer dans des bras porteurs de vie. Dans l'enceinte des bras maternels, il récupère son corps et il a un lieu pour habiter. Dans le visage maternel, le bébé aussi a un lieu à lui. Il a donc besoin de cette enceinte corporelle et d'un visage maternel. Au sein de la manière dont son corps va être reçu, la présence maternelle permet au nouveau-né de dépasser la différence. Il va trouver correspondance dans sa correspondante. Tous les deux ont traversé l'épreuve de la déliaison, pouvant éprouver son corps dans les bras maternels et trouvant dans son visage sa correspondance. Le bébé va composer deux images de lui-même. Une image libidinale dans le portage, on pourrait dire une image corporelle, et une image psychique dans le visage. Deux images qui doivent se relier pour éviter leur opposition. Ces deux images, image de soi libidinale, image de soi psychique, nécessitent une synthèse qui, dans certains cas, devra dépasser une possible opposition entre elles deux. En effet, chez certains bébés, l'investissement corporel se fait aux dépens de l'investissement psychique et inversement. Le risque est qu'il y ait une opposition qui déséquilibrerait le rapport à soi, au monde, aux autres, qui constitue le trépied de la naissance psychique. Attardons-nous un moment sur le sujet des investissements du bébé. Il est important. Certains bébés sont dans une grande avidité du biberon, de la tétine, jamais rassasiés. Ils demandent sans cesse. D'autres sont dans une sorte de tête-à-tête avec la mère, sans possibilité d'investir le monde et ce qu'il lui apporte. C'est un état de veille, plus que d'éveil. Ce sont des bébés qui, en quelque sorte, vivent d'amour et d'eau fraîche. Les uns et les autres ne sont pas nés. Il est important que la synthèse de ces investissements se fasse de façon équilibrée. Que l'un et l'autre des investissements s'entretiennent mutuellement, facilités par la présence maternelle, par la question du transfert et la question du don. C'est cette synthèse qui compose un inconscient maternel. Véronique Bourreau-Louvet, qui était la psychanalyste du service de maternologie, dit « Le bébé porte déjà dans ce processus
le processus intérieur de la question de la maternité. Un petit garçon comme une petite fille. Nous sommes dans les fondements de la constitution du bébé, au cœur de la constitution de l'originaire, cette première étape de la maternogenèse. La constitution de l'originaire est faite de la correspondance entre la mère et son bébé, des plages de partage entre eux qui font naître à la vie relationnelle. Elle dépend de la transposition de l'homogénéité originelle dans une perception du monde qui fasse de ce monde une terre. Pour naître, il y a vraiment une transposition à faire. C'est ça, la constitution de l'origine. Il faut que le bébé perçoive ce monde. En effet, l'originaire est de l'ordre de la perception. Mais ce n'est pas un objet de perception susceptible d'être mémorisé. Il s'agit d'une mémoire constituante, celle qui s'effectue dans l'intégration de l'expérience par les zones corticales d'association. Le bébé a besoin de voir la mère en train d'être maternelle. Le maternel, c'est la fonction donatrice de l'originaire. Je m'explique. Quand le bébé est nourri au sein ou au biberon, avec le visage maternel ou parental dans son champ de vision, et avec l'intention de tout donner à ce bébé, alors il éprouve le maternel en acte. C'est un état d'être par lequel il peut recevoir le tout de la vie. Et ce maternel va le convertir à ce monde. Il faut y être attentif dans l'accompagnement ou le soin de la maternité. Car le temps de la naissance est un temps de vulnérabilité qui peut s'exprimer au niveau des différentes fonctions sollicitées dès la mise au monde. Le corps que l'on accouche est un corps que l'on a extrait de sa source d'être première et qui doit s'acclimater dans notre monde. Dès son arrivée au monde, le bébé doit étayer son développement sur des possibilités de régression dans des vécus retotalisants. Le bébé a très besoin de garder son accès au corps. Et l'allaitement maternel reprend des éléments de la situation prénatale. La source y est de nature intentionnelle et non plus par l'automaticité biologique de la vie intra-utérine. L'allaitement maternel réunit la mère et le bébé. C'est une plage de partage essentielle. Très rapidement après la naissance, le nouveau-né a besoin de s'alimenter. Sa mère va l'aider dans les bras de sa mère qui le soutient, le protège et forme un espace restreint qui crée un dehors et un dedans, une sorte d'enceinte, mais avec un visage. La continuité dont le bébé a tant besoin est rétablie. Odeur, lait chaud, visage accueillant de la mère. Le nouveau-né va pouvoir
investir les éléments du dehors, le lait chaud et fluide, tant qu'il rapporte des moments du dedans. Il était dans un milieu chaud et fluide. Cette inversion suffit d'autant mieux que l'alimentation est là donnée par un corps sensible. La mère et le bébé ont en commun la mémoire du corps tout proche. Lors de chaque allaitement, la présence maternelle permet au bébé de faire des ponts entre la vie prénatale et la vie de ce monde. Il y a des échos, des éprouvés bienveillants. Ainsi, lorsque le bébé est bien positionné dans les bras maternels, et accompagné par la douceur et les intonations de sa voix, cela a valeur de bain sensoriel parafétal. Le corps maternel est aussi un contenant méta-utérin. Bras maternel le long du dos apporte un contenant qui rappelle la colonne vertébrale maternelle, in utero. Le bébé dans les bras de sa mère est soustrait à la pesanteur et son corps est délivré de son propre poids. Les ressentis sont un peu ceux du milieu utérin. Le lait donné par la mère est un écoulement qui rapporte les échos du flux de la vie fœtale et la satisfaction alimentaire du bébé passe par les éprouvés de ce flux qui fait ressentir de l'intérieur du corps le retour de l'homogénéité manquante à l'extérieur. Le moment d'allaitement maternel crée un espace, une unité de temps, de lieu, sans possibilité d'agir. Ce qui se vit ne se contrôle pas. Il n'y a pas l'ajout de la maîtrise. C'est le reflet du maternel à ce moment-là. La mère nourrit son bébé, elle voit qu'il prend bien ce qu'elle lui donne, elle se nourrit du bien-être qu'il éprouve, et cela lui donne envie de redonner à nouveau. Le don circule, je te donne, tu le reçois, et tu me donnes à ton tour. J'ai envie de te redonner. Cette intentionnalité de tout donner et cette circularité du don sont le cœur de l'allaitement maternel. Porté dans les bras, porté aussi par les yeux, le nouveau-né puis le nourrisson y réagit et manifeste ainsi l'état de sa vie. Au cours d'un allaitement, on a pu objectiver 3 phases qui ont en même temps un effet natalisant. Vous les connaissez sans doute, mais je vais les rappeler. La première phase, ou la phase d'absorption, permet au bébé de reconstituer ses forces vives, alors que les éprouvés de faim l'avaient morcelé. L'absorption remet de la continuité et le nouveau-né retrouve des éléments de l'homogénéité originelle. Cela fait du bien. La première phase de l'allaitement est une phase de réétayage pour le bébé. La mère installe un champ maternel, mais intervient très peu. Elle permet ainsi à son bébé de reconstituer son homogénéité que l'éprouvé de faim avait fait voler en éclats. Il faut du temps pour se reconstituer. On n'a pas un bébé immédiatement relationnel. Il faut que la mère supporte et traverse en quelque sorte cette ingratitude. Pressentant le besoin de son bébé, elle supporte qu'il soit à son affaire, mais surtout, elle peut être participante à cette nourriture. La seconde phase, ou la phase de relation,
Alors, la première phase, je peux vous... Tiens, il est là. Vas-y, tu viens. Moi, je vais le faire. Attends, je regarde. Oui, C'est là. C'est ça. Alors, attends, je vais l'éloigner. C'est la petite Alma. La seconde phase est la phase de relation. Le bébé est à nouveau dans le bien-être. Il peut laisser son regard errer. Et si sa mère est attentive à ce qui se vit entre eux, elle lui offre un visage accueillant. Alors il se sent attendu et il va s'installer entre eux un dialogue vivifiant. Et cela, il le met en lui aussi. La deuxième phase, le bébé s'est rempli suffisamment. Il est rassasié. Il est dans la jouissance libidinale. Alors la rencontre ne peut se faire que si le bébé se sent attendu, que si la mère est rassurée et ne doute pas. Je te donne ce lait, je vois que tu le bois bien, qu'il te nourrit et cela me donne envie de poursuivre. Je ne doute pas de ce qui se vit entre nous. Le climat, lors de cette phase, est au dialogue et non à la captation. La troisième phase est la phase de relation. Le bébé est dans un état de bien-être. Il est restauré aussi des regards échangés avec sa mère. Il éprouve que ce monde est habitable et sécurisant. L'apparaître du monde est de l'ordre de la plénitude. Il la goûte et cela fait rêver. La rêverie met le bébé de quelques semaines dans la perception pure qui fait partie de ses fondements. Son monde est à ce stade-là un monde sans objet. Il est sensible à l'intensité de la lumière et des contrastes, à une feuille qui se balance, à un rideau qui bouge. Sans doute avez-vous déjà éprouvé un petit peu le souvenir de cette plénitude devant un panorama magnifique lorsque tout est réuni pour y contribuer. Ces phases bien établies constituent le trépied d'assise psychique du petit nourrisson. Ces phases dont nous venons de parler apparaissent vers la 4e ou 5e semaine de vie. Avant, on est dans des approches plus anarchiques. Le bébé nouveau-né est pendant un certain temps après l'accouchement dans un entre-deux-mondes. L'originaire est une longue période. Il dure entre 2 ans et demi, 3 ans et demi. Il faut un temps suffisamment long pour faire ce tissage avec ce monde, de sorte à devenir des sujets du monde, des sujets de ce monde, pour entrer en participation avec ce monde dans lequel on vit. La constitution de l'originaire est important pour s'enraciner et s'y nourrir sur le plan corporel, mais aussi relationnel. Je redis, la naissance psychique ou naissance humaine comporte ce triple rapport, le rapport à soi ou présence à soi si nécessaire, autonomise ce soi intérieur, le nourrit et va délier la motricité.
Le rapport à l'autre, dialogue avec la mère, lui permet de se constituer en soi. Puis le rapport au monde doit se faire dans une relative confiance. Nous l'avons vu dans l'allaitement maternel, qui procure la sensation que le monde est habitable. Lorsque ce lien fondamental se fait avec le monde, alors la version postnatale est constituée. Nous venons de le voir, cette naissance relationnelle constitue pour le bébé un sol bien à lui. Il va pouvoir y avancer, poursuivant ainsi la constitution de l'originaire. Le monde devient préhensible et appréhendable. On voit ce bébé commencer à interpeller son entourage. Il n'attend plus simplement que l'autre vienne à lui. Il attire l'attention et devient plus actif dans l'invitation à l'échange. De la motilité des gestes et d'une gestuelle qui s'affine, le bébé va passer à la mobilité, puis à la motricité. Il se met assis, rampe, se met à quatre pattes, se redresse, se déplace avec appui. Ce sont tous ces moments partagés au cours des soins qui vont permettre au corps du nourrisson de se coordonner peu à peu. Le temps de dialogue maternel, d'entretien de la mère avec son bébé, est fait de toutes les petites touches de partage, celles que procure la vie syncrétique. Fort de cet entretien, le bébé va dépasser le tout de suite. Il peut attendre et entrer dans la sécurité que ce qu'il demande va arriver. Cette notion de permanence acquise, que l'enfant a repérée dans le jeu du Fordat de Freud. Nous, on le voit, l'enfant fait tomber les jouets et sa mère les ramasse. Si la mère n'est pas là, elle n'a pas disparu, on peut la faire revenir et c'est la jubilation. Puis l'enfant va se mettre debout, assurer sa marche, il élargit son champ d'action et d'expérience. Il a enrichi son babillage et forme des mots. L'originaire est une longue période de 2 ans et demi à 3 ans et demi. Il faut un temps pour ce tissage avec ce monde. La constitution de l'originaire est donc ce temps important pour s'enraciner. De son côté, la mère va marquer des temps pour elle et lui dire d'attendre. Elle lui accorde un peu moins de temps. La mère va aussi avoir des demandes. Acquérir la propreté, manger seule et proprement. L'environnement dit non. La mère se fait éducatrice. Il y a moins de partage, moins de perception pure. L'homogénéité est moins forte. La mère tenait à l'écart la différence natale. Elle va devenir elle-même la différence. Elle trahit cet entretien de soi. Le sol s'ouvre de nouveau. Il est fissuré et non plus fracturé.
quand il y a eu suffisamment. La mère met des freins à tout ce qu'il avait élaboré, mais tous ces freins sont accompagnés d'une jouissance, son amour de l'autonomie. Sa perception du monde est réduite, mais il peut l'utiliser. L'enfant est dans la jouissance de se déplacer, coordination et verticalité se structurent. Cette mère devient encombrante. L'entretien avec elle n'est plus celui du début. Cette enceinte, l'originaire, lui paraît trop étroite pour ce qu'il est devenu. Et l'on arrive au point culminant et de détachement de l'originaire. La rupture du syncrétisme. Cette rupture ne se fait pas en un jour. L'enfant y accède entre l'âge de 2 ans et demi et 4 ans. Vous avez pu figurer que l'originaire est l'organe de la respiration psychique. Cette capacité respiratoire du bébé est pleinement effective quand il y a eu suffisamment de permanence. L'originaire est un bien à soi, en soi. Il est constitutif du soi. Il se distingue et se distend du soi maternel. L'originaire a permis à ce bébé de se constituer. L'originaire est le même pour tous dans sa nature, mais différent pour chaque enfant. Car chaque mère est différente, avec des échanges plus ou moins importants et plus ou moins invalidants. En conclusion, je vous rappelle quelques éléments. La présence maternelle, c'est ça, la constitution de l'originaire, c'est constitution du maternel. La mère est référente de l'image de soi qui est dans le bébé, les plages de partage, la réactualisation de l'originaire, le proto-regard et l'effet de parentalisation, l'allaitement maternel, le temps de dialogue maternel fait de petites touches de partage. Pour le bébé, être reconnu dès sa naissance, être reconnu au sein de cette question humaine qui est la question du soi, cette reconnaissance sur fond de correspondance et le syncrétisme qui mène mère et bébé vers une version de l'origine.